Après les actualités dans les traitements pharmacologiques et les mesures hygiéno-diététiques, on va revenir un tout petit peu à la classique, mais actualité, la prise en charge de SAOH sévère, place de la PPC. Et j'invite Dr Mohamed Turki, donc un pneumologue libéral, un des fondateurs de la Société de sommeil et parmi les référents dans la pathologie. Donc, il va nous expliciter la prise en charge des SOH sévères. Merci, Monsieur le Président. Oui, joyeux anniversaire, professeur Colin Edward Sullivan. Il a fêté ses 50 ans cette année, en août, et c'est le père de la PPC. Donc, professeur Colin Edward Sullivan est celui qui a créé les premiers centres du sommeil à Sydney, et donc en Australie, et pour enfants et pour adultes. Et il a réuni en 1980, juste après son residency, tous les chercheurs en matière de sommeil dans le monde. Et ils étaient une vingtaine. Et vous voyez ici, déjà, derrière le Galeisi, il y a le professeur, évidemment, il était jeune aussi, et professeur Christian Guilleminault, le père de l'apnée du sommeil. En fait, ils ont parlé en février, ils ont beaucoup parlé pour le contrôle respiratoire, donc comment essayer d'améliorer les choses pour l'apnée du sommeil. Et dans la nuit du 8 au 9 juillet 1980, professeur donc, Sullivan a mis une pression positive continue la nuit pour un de ses patients apnéique, et bien sûr après ça a été publié en 1981, et ça a été un succès très important pour ce patient. Et depuis, il a utilisé le même appareil pour plusieurs patients. L'appareil, il est impeccable. C'est un compresseur relié à un masque qu'il a lui-même créé et configuré pour chaque patient. Et depuis, il a créé plein de choses et beaucoup de choses il a même étudié l'effet sur les muscles et les vaisseaux de l'apnée du sommeil. Et ensuite, même chez les enfants, il a créé un premier centre de sommeil pour les enfants. Et bien sûr, la PPC à domicile. Quelques mois après, donc, il y a avènement de la PPC à domicile. C'est l'une des premières PPC, c'est la S5. S5 pour Sullivan. Hein. Et si vous voyez bien, ça se voit bien, mais c'est marqué Sullivan S5. C'est la marque Sullivan, en fait. Et il a commencé donc avec ces CPAP. La S5, il y a des patients dans les années 90 qui ont utilisé. C'est la première CPAP qui est introduite. C'est celle-là qui est introduite en Tunisie. Et depuis, il y a même un patient, je l'ai vu l'année dernière, qui continue à utiliser sa CPAP en Tunisie. Et on sait maintenant que la thérapie de la PPC est associée à une réduction cliniquement significative de la somnolence, évidemment, de l'humeur, de l'absentéisme, des accidents de la voie publique et aussi de la qualité de vie. Ça n'a jamais été remis en question. Ça, c'est très important. Et en fait, c'est apparu, ces données cliniques sont apparues 10 à 12 ans après l'avènement de la PPC, parce que tout le monde ne croyait pas à la PPC de Sullivan. Je vous donne juste un petit aperçu. Vous connaissez très bien ces courbes de patients en 1900. Donc, c'est vraiment, c'était en 2007. Et ces patients, donc traités pour PPC, il y a une amélioration nette de la somnolence, évidemment, aussi bien sur le plan subjectif que objectif par les MSLT. Et quelques années après, il y a eu des essais randomisés qui ont montré qu'une
une action importante de la PPC dans l'hypertension artérielle, dans la prévention aussi, dans la prévention des arythmies, des troubles coronariens, des accidents vasculaires cérébraux et de l'insuffisance cardiaque. Juste, je vous montre l'un des travaux importants qui a montré qu'à partir de l'utilisation de 5 à 6 mois de la PPC, il y a une diminution de la pression artérielle diastolique et systolique et pression moyenne. Un petit mot sur la fibrillation auriculaire. Et ceci est une méta-analyse de 2018 qui a montré qu'il y a une diminution du risque de récidive après cardioversion par PPC. Donc après cardioversion, c'est les patients qui sont sous PPC. Et il y a une augmentation de chances de réussir une ablation. Et aussi la PPC prévient les récidives. Vous connaissez tous, depuis 2005, ces courbes. La PPC diminue la mortalité. Et par rapport à ceux, mortalité d'origine cardiovasculaire, par rapport à ceux qui n'utilisent pas la PPC. D'ailleurs, en cas d'abandon, de récentes études ont montré qu'il y a un rebond des problèmes cardiovasculaires. Mais, on aurait pu s'arrêter là. En 2014, à partir de 2014 et en 2016, il y a apparition d'une fronde contre l'utilisation de la PPC comme outil de prévention cardiovasculaire pour les apnéiques sévères. Et ici, une étude très importante qui s'appelle The SAFE Study sur des coronariens, 2717, qui est divisé en 2 groupes avec ou sans PPC, randomisés, et qui a trouvé sous PPC les patients, il y a une amélioration significative de la somnolence, de la qualité de vie, de l'humeur, du renflement, etc., mais pas d'effet de la PPC sur la prévention secondaire des complications cardiovasculaires. Donc ça pour les somnolents. Mais en fait, pour les apnéiques non somnolents, des études ont montré, ici l'étude de Ricazza, qui a montré aussi, si on sélectionne les patients sur l'index d'apnée-hypopnée, il n'y a pas de réponse détectable de la PPC dans la prévention secondaire cardiovasculaire. Donc, pas de prévention cardiovasculaire pour les patients non somnolents. Une autre étude très intéressante que j'ai beaucoup aimée, en fait, ils ont pris 1207 personnes qu'ils ont mis dans 4 clusters, les somnolents sévères et les autres avec somnolence modérée ou pas de somnolence. Et ils ont montré que, en fait, il y a un risque très important pour les patients sévères. Donc, risque cardiovasculaire très important pour les patients qui ont une somnolence sévère. Mais on sait que la majorité des patients apnéiques ne sont pas somnolents et ils sont apparemment entre 3 et 4 fois plus nombreux que les patients somnolents apnéiques, selon même cette étude suisse. Et même dans les recommandations de l'ASM, donc américaine, qui fait la loi pour l'apnée du sommeil dans le monde, dans le sommeil de façon générale, et ils ont dit dans leurs recommandations de 2019 qu'il n'y a pas d'évidence pour recommander ou traiter des patients non somnolents par l'apnée de sommeil si on veut diminuer le risque cardiovasculaire. Donc, existe-t-il d'autres marqueurs pour voir s'il y a une possibilité de les traiter et comment les traiter? Est-ce que la PPC est efficace? Certains chercheurs ont pensé à la charge hypoxique, que Dr Abouda a bien expliqué tout à l'heure. Et en fait, c'est le résultat. En fait, ce résultat, il associe le nombre de désaturations minimales et le T90 en un seul qu'on appelle ça, un seul marqueur, qui est la charge hypoxique, avec une somme qui est la somme des aires de désaturation sur la durée du sommeil. Et sur des cohortes de plus que 5000
personnes. Ils ont montré chez les apnéiques qu'il y a une augmentation très importante du risque cardiovasculaire, de la mortalité chez les gens qui ont une charge hypoxique. D'autres personnes, d'autres chercheurs ont étudié la durée des événements et des études sur plusieurs milliers de personnes ont montré qu'une augmentation de 20% du risque cardiovasculaire pour le groupe des apnées, des apnéiques, donc qui ont des apnées plus courtes que celui des apnées plus longues. Et il est possible que ce soit un témoin d'une instabilité ventilatoire ou de la réponse autonomique qui prédispose aux complications cardiovasculaires. Un troisième marqueur qui est la réponse de la fréquence cardiaque aux événements respiratoires, le delta HR, et qui représente la différence entre la fréquence cardiaque maximale après réouverture des voies aériennes et la fréquence cardiaque minimale au moment de l'événement respiratoire. Et on calcule la moyenne de tout ça. Et donc le delta HR a été étudié sur plusieurs milliers de personnes aussi, sur au moins 7000 personnes dans cette étude, et qui ont montré une réponse de la fréquence cardiaque élevée augmente le risque d'événements cardiovasculaires et de mortalité par accident cardiovasculaire. Un quatrième et dernier marqueur qui est la chute dans l'amplitude du pouls, donc le POAD, le fameux POAD qui est actuellement très étudié et qui est lié aux variations, en fait c'est les variations du volume sanguin mesurées au doigt par l'oxymètre, par photoplétismographie, qui donc reflète la vasoconstriction périphérique. Et ils ont montré, comme a dit le docteur tout à l'heure, Meher Abouda, que sur des études, par exemple pour 8000 personnes, sur les 3 cohortes suisses, américaines et françaises, qui ont montré que lorsque le PIWAD est bas, il y a un risque cardiovasculaire très important. Ce PIWAD est probablement lié à la fois à la dysfonction endothéliale, à une mauvaise réponse autonomique, donc qui augmente le risque cardiovasculaire, et un PIWAD bas est peut-être lié à un système autonome peu réactif ou une fonction endothéliale altérée ou une augmentation permanente du tonus sympathique. OK, donc il y a de nouveaux marqueurs de sévérité du SARS, mais est-ce qu'on peut les utiliser déjà? Mais est-ce qu'ils peuvent, en cas de traitement par PPC, est-ce qu'on peut améliorer les patients et diminuer le risque cardiovasculaire si on sélectionne les patients selon ces nouveaux marqueurs? Cette étude a montré qu'il y a une diminution de la mortalité des patients par problème cardiovasculaire lorsque la charge hypoxique est élevée. Et d'ailleurs, sans relation avec l'index, donc ce n'est pas corrélé ni à l'index d'apnée, ni à l'index de désaturation. Une autre étude qui montre aussi que lorsque le delta HR est supérieur à 6 battements par minute, donc il y a un risque important, mais si on utilise la CPAP, il y a une diminution très importante du risque cardiovasculaire. Une dernière étude très intéressante qui a montré sur trois cohortes et qui a montré que lorsque le PIWAD est haut, il y a une diminution du risque cardiovasculaire chez les patients adhérents à la PPC, comme vous voyez ici. Donc, pour résumer, en fait, de quoi il s'agit? L'histoire naturelle des problèmes cardiovasculaires chez les apnéiques commence probablement par un système nerveux autonome assez réactif et une fonction endothéliale encore conservée, donc avec un tel delta HRO et une PIWAD élevée aussi, et l'utilisation de la PPC peut, pour ces patients, éventuellement donner une diminution du risque cardiovasculaire. Donc, ces nouveaux marqueurs, ils sont intéressants. Il y a d'autres marqueurs aussi, mais il faut des études de cohorte très importantes
pour pour être sûr et que tout le monde soit d'accord avec les seuils proposés. Et par contre, il faut savoir qu'il ne faut pas s'arrêter aux marqueurs polygraphiques de la sévérité du SAS, mais aussi il faut penser à d'autres choses telles que les classifications phénotypiques. Ici, c'est juste pour vous montrer que les gens commencent à penser que l'index d'apnée-hypopnée n'est pas très intéressant, n'est pas absolument le Graal du syndrome d'apnée de sommeil. Peut-être on peut sélectionner les gens sélectionner les gens pour traiter par CPAP sans passer par l'index apnée-hypopnée. Ici, des apnéiques, donc de plus que 5 apnées, qui ont été divisés en groupes A, B, C, D, selon qu'il y a ou pas association, somnolence, insomnie, avec une comorbidité cardiovasculaire. Et la conclusion des investigateurs est qu'en utilisant ce système pour la décision thérapeutique, il est possible d'éviter des traitements inutiles chez les patients atteints d'apnée obstructive modérée et sévère, mais sans symptômes ni comorbidité, ainsi que l'oubli de traitement chez les patients atteints d'un SAS symptomatique ou comorbide avec un faible index d'apnée-hypopnée. Donc, ils ont mis le doute dans nos petites cervelles et je vous présente en fait, c'est publié en 2025, une étude. En fait, les investigateurs des 3 études qui étaient à l'origine de la fronde contre l'index d'apnée-hypopnée, ils ont sélectionné dans ces études les patients à haut risque, donc sur la polygraphie, avec des hypoxies, avec charge hypoxique très importante ou un delta HR important, et ils les ont mis, donc les gens qui utilisent la CPAP et le groupe qui n'utilise pas la CPAP, et ils ont montré que les gens qui ont un haut risque cardiovasculaire sur ces nouveaux marqueurs, donc l'utilisation de la CPAP va entraîner une amélioration du risque cardiovasculaire, même en dehors de la somnolence, donc sans somnolence, même s'il n'y a pas d'augmentation de la pression artérielle, ou même s'il n'y a pas ni augmentation de la pression artérielle, ni somnolence. Une dernière chose, vous parlez un peu... donc, c'est probablement intéressant ce qu'ils font. Et une étude française que j'ai beaucoup aimée pour phénotyper les patients pour le traitement de la PPC. Donc, un groupe de chercheurs dirigé par Frédéric Gagneudot ont essayé de phénotyper les patients. Donc, ils ont pris toutes les études qui ont été faites sur la population française, sur les patients français, et ils ont essayé de voir le niveau de pression nécessaire pour diminuer la pression ou diminuer la dépression ou autre chose, ou la somnolence, etc. Et ils ont préparé cet algorithme. Donc pour eux, quelqu'un qui a une somnolence ou une insomnie sévère, sans comorbidité cardiovasculaire, sans aussi un grand risque cardiovasculaire sur les marqueurs, les nouveaux marqueurs, peut utiliser une PPC à surveiller dans 4 mois, et même chaque nuit pour quelques heures uniquement. Par contre, pour les gens qui ont une comorbidité cardiovasculaire et avec un risque cardiovasculaire, avec ou sans somnolence, on peut utiliser la CPAP. Et les gens qui ont des biomarqueurs qu'on a vu tout à l'heure, qui sont très élevés, même sans comorbidité cardiovasculaire et sans somnolence ni insomnie, donc sans trouble, peuvent utiliser la PPC. Une dernière plaque pour vous dire que, comme tout à l'heure, Dr Mohamdi a dit, on peut même sélectionner maintenant des phénotypes de patients qui peuvent être dirigés vers explorer par endotype, donc explorer la physiopathologie de ces patients. C'est en train de se démocratiser, c'est-à-dire l'exploration des patients selon l'endotype et leur classification selon les endotypes cités par Dr Mohamdi. Et on peut, dans ce cas,
utiliser des médicaments. Et comme dit le professeur Friedman, il y a 20 ans, il a dit dans une conférence, il a dit qu'il est sûr qu'il y aura des médicaments et que le SAS est plutôt neurologique qu'autre chose. Bon, c'était son idée. En conclusion, alors, quels patients devons-nous traiter par PPC actuellement, après avoir cogité tout ça dans notre cerveau? En fait, il faut continuer la même chose. Actuellement, il n'y a pas de recommandations, de nouvelles recommandations pour les nouveaux marqueurs ou autres, ou des phénotypes particuliers, puisqu'il y a plein de phénotypes, mais pas tout le monde est d'accord pour ça. Et il faut traiter les patients modérés à sévères, surtout en présence, bien sûr, de symptômes et de comorbidités cardiovasculaires, mais il faut faire attention à la limite de l'index d'apnée-hypopnée. Donc, il garde sa place, l'index, mais il faut savoir qu'il y a une grosse variabilité internuit et intranuit, et les gens qui font du sommeil le remarquent très fréquemment. Les définitions des hypopnées ne cessent d'évoluer. La mesure est les mesures de temps versus temps d'enregistrement et l'hétérogénéité physiopathologique. Donc tout ça vraiment, il faut faire attention à l'index, mais il garde toute sa place. Autre approche, je suis sûr que d'ici quelques mois, il y aura un consensus sur les seuils et d'application de ces nouveaux marqueurs. D'ailleurs, je vous invite à modifier les logiciels de vos polygraphes et de vos polysomnographes. Donc ça va nous permettre d'affiner encore plus notre prise en charge des patients. L'approche phénotypique et surtout endotypique, c'est l'avenir du traitement du syndrome d'apnée du sommeil, j'en suis sûr. Par contre, la PPC garde toujours encore sa place dans le traitement du SAS. On va traiter ces patients, on doit traiter les patients, on doit être à l'écoute, à mon avis, à l'écoute des patients. Chaque patient est particulier. Écouter les doléances du patient, c'est très important. Et je termine toujours les conférences ou mes ateliers lorsque je parle du syndrome d'apnée du sommeil et de son traitement, que nous traitons un patient et non un index. Juste, Monsieur le Président, tout le monde, Madame la Présidente, tout le monde, en fait, tous les conférenciers remercient leurs équipes à la fin de l'exposé, n'est-ce pas? Moi, je travaille seul. Je n'ai pas d'équipe, malheureusement, mais je remercie tous ceux qui m'ont aidé à faire cet exposé-là. Merci beaucoup. Merci, Dr Turki, pour cette très belle conférence d'ordre un peu plus pratique. Tu nous as réveillés, joyeux anniversaire. C'est bien. Effectivement, donc il faut faire attention maintenant quand on lit le rapport de ne pas regarder seulement l'index apnée-hypopnée. Donc on attire l'attention aux médecins qui donc font les rapports de polygraphie ou de polysomnographie, de faire un peu plus attention sur la charge hypoxique, l'index PIWAD, de voir la clinique aussi, la présence de comorbidité ou non. Tous ces facteurs vont donc être des arguments en faveur de la prescription de la PPC. Et peut-être qu'il ne faut pas trop s'acharner chez un jeune asymptomatique qui n'a pas de charge hypoxique importante, pas de cas de problème cardiovasculaire et chez qui on a un index à 30 malgré qu'il est sévère, mais peut-être qu'on peut voir d'autres alternatives en attendant la prescription de CPAP. Oui. Ça, c'est ce que je fais moi dans ma consultation. Oui. Et c'est très bien de réfléchir avant de courir pour prescrire la PPC. Justement, vous avez tout à fait raison. Reste une seule chose, Shiraz, c'est que la somnolence est un facteur de risque cardiovasculaire très important à part entière. Donc, il faut vraiment faire très attention et proposer un traitement pour la somnolence. Bien sûr. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Merci beaucoup, Si Mohamed, de ce très beau exposé. Vous étiez toujours un pionnier en matière de syndrome d'apnée de sommeil en Tunisie, en tout ce qui est CPAP depuis longtemps. Et vous avez toujours été quelqu'un qui voit les nouveautés. Donc je voulais avoir votre avis. Est-ce que tu penses, j'étais-vous, là c'est tu, est-ce que tu penses que le futur laissera la place à la polysomnographie comme elle est maintenant, puisqu'on a toujours
penser en matière polygraphie, apnée, hypopnée, flux, et en matière de sommeil, micro-éveil. Et le futur, est-ce qu'il restera, ou on partira sur des choses, une montre connectée, des trucs comme ça? Qu'est-ce que tu en penses à long terme? Même l'implication thérapeutique de ceci. Merci. Merci beaucoup. C'est compliqué, mais ce que je peux vous dire très rapidement, réponse courte, c'est que la place de la polysomnographie dans le syndrome d'apnée de sommeil va probablement diminuer de plus en plus. Et je suis persuadé que d'ici 10 ans, on ne va plus parler je suis sûr, d'exploration par polysomnographie des patients apnéiques. Par contre, la polysomnographie, elle garde toutes ces indications, c'est très important. Et les possibilités de faire des polysomnographies vont augmenter, mais pas pour le syndrome d'apnée de sommeil, comme vous le dites parfaitement. Merci. Je crois que c'est le moment de passer à la deuxième séance. Ah, pause café, pardon. Oui.